Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se penche sur la ville de Lisbonne, capitale du Portugal depuis 1255, qui connaît son âge d'or au début du XVIe siècle sous le règne de Manuel Ier. Lisbonne devient alors la métropole du vaste empire maritime portugais. Vous voulez en connaître plus sur la ville de Lisbonne? Venez avec moi. Située sur la rive nord du grand lac intérieur que forme le Tage avant son embouchure et qu'on appelle la mer de Paille, Lisbonne possède un des plus beaux ports naturels d'Europe, sans doute connu déjà des Phéniciens. Reconquise par les chrétiens en 1147, elle devient par la suite la principale ville du pays et la résidence des rois de Portugal. C'est au début du XVIe siècle, sous le règne de Manuel Ier, que le Portugal connaît son âge d'or et que Lisbonne mérite le mieux son surnom de reine de l'océan. Alors que la population totale du pays ne dépasse pas le million, Lisbonne compte près de 100 000 habitants. Débordant de la colline du château, son site primitif, elle occupe déjà la plus grande partie de la ville basse. Et des quais du Tage, du côté d'Alcantara, elle monte vers l'ouest, à l'assaut de la colline Saint-Roch. Manuel Ier, le fortuné, apparaît dans l'Europe de ce temps comme un prince fastueux. L'ambassade qu'il envoie à Rome en 1513 avec des présents destinés au pape Léon X, parmi lesquels un éléphant indien, est destiné à éblouir. À Lisbonne, il abandonne la vieille résidence de ses prédécesseurs, ce palais médiéval de l'Alcocave, qui dominait la ville ancienne, et se fait construire près du Tage, en bordure de l'actuelle place du commerce, une demeure nouvelle, plus belle et plus moderne, le Paço da Ribeira. Lisbonne est alors la base de départ des entreprises maritimes qui firent la gloire et la richesse du roi fortuné. Pour l'administration de l'Empire qui se développe peu à peu, existait à Lisbonne une maison de l'Inde, la Casa de India, que Manuel Ier installe au rez-de-chaussée du Paço da Ribeira. Ainsi, le roi de Portugal se comporte comme une sorte de prince négociant. Ses bureaux et ses magasins occupent le rez-de-chaussée de sa demeure, et lui-même habite dans les étages. Dans une description de la ville de Lisbonne publiée en latin à Évora en 1554, l'humaniste Damien de Gois écrit: Il y a de nos jours deux villes que l'on peut à juste titre appeler les maîtresses et comme les reines de l'océan, puisque c'est sous leur direction et leur autorité suprême qu'est placée toute la navigation de l'Orient et de l'Occident. L'une est à Lisbonne, qui depuis l'embouchure du Tage revendique la domination de l'océan sur l'immense étendue de mer qui embrasse l'Afrique et l'Asie. L'autre est Séville, qui depuis Guadalquivir a ouvert à la navigation du côté de l'Occident, ce que l'on appelle aujourd'hui le Nouveau Monde. Bornée au nord, à partir de ce qu'est aujourd'hui la place des Restauradores, Lisbonne, ville colorée, exhalant des senteurs d'outre-mer, est une véritable métropole aux rues encombrées, où grouille tout un monde cosmopolite. Génois, Florentins, Flamands, Français, Allemands y affluent et de nombreux Noirs y mettent une touche exotique. On y entend, à côté du portugais, toutes les langues, mais le castillan occupe une place privilégiée dans cette tour de Babel. De cette Lisbonne ancienne, la reconstruction du marquis de Pombal après le tremblement de terre de 1755 n'a laissé subsister que des vestiges. Le seul lieu où respire encore l'air de la vieille ville est le quartier de l'Alfama, sur les pentes de la colline du château. La forteresse médiévale est toujours là, mais le palais de l'Alcocava a disparu. La cathédrale romane reste debout, mais elle a subi de nombreuses transformations. Si descendant les pentes de l'Alfama, nous pénétrons dans la ville de la Baixa, nous avons peine à imaginer devant les artères régulières et les immeubles bourgeois de la construction de Pombala. L'enchevêtrement médiéval des anciennes rues, le Rocio, la place principale de Lisbonne, était situé au même endroit qu'aujourd'hui, mais orienté différemment, et les édifices qui l'entouraient, l'église de Santa Maria da Escada, le couvent des Dominicains, l'hôpital de Todos os Santos et le palais des Estos ont disparu. Manuel Ier fut un roi bâtisseur, outre l'imposant Paço da Ribeira, qui dominait les quais du port et qui fut entièrement détruit en 1755. Il fait construire à quelques kilomètres en aval, dans les faubourgs de Belém, en un endroit appelé le Restolo, deux édifices magnifiques, la tour de Belém et les monastères de Hiéromites. Le Restolo était depuis toujours l'avant-poste de Lisbonne, d'où les flottes partaient pour gagner la haute mer. Il y avait là une chapelle dédiée à Notre-Dame de Belém, où des moines du couvent de Tomar administraient les sacrements aux marins.
Vasco de Gama et ses officiers y avaient passé la nuit qui précédait leur départ pour les Indes le 8 juillet 1497. La construction du monastère des Hiéromites commence sans doute en 1502. Les travaux occupent tout le règne de Manuel Ier et se poursuivent bien au-delà. L'ensemble comprend une église et un cloître entourés de divers bâtiments conventuels. C'est surtout dans les parties les plus anciennes que l'on trouve ce style si particulier qui naît au Portugal et qu'on appelle manuélien. Sur une architecture propre au gothique finissant, le manuélien accumule une décoration naturaliste faite de branches, de feuillages, de cordes et de nœuds qui se gonflent et se tordent dans un riche foisonnement, où l'on retrouve l'obsession de la mer et de ses vaisseaux. La tour de Bélem, à quelques centaines de mètres des Hiéromites, est aussi très caractéristique. Construite de 1515 à 1519, cette petite forteresse, à l'origine entièrement entourée d'eau, est parée d'ornements qui en font un des édifices les plus élégants de l'époque manuéline. Des moulures en forme de cordage courent sur les murs. Une loggia surmontée des armes de Manuel Ier s'ouvre sur le large. Les créneaux dissimulés derrière des écussons portent la croix des chevaliers du Christ, et l'ensemble est flanqué de chauguettes et de poivrières couvertes de petits dômes côtelés, inspirés sans doute de certains édifices marocains, comme la Koutoubia de Marrakech. Manuel Ier eut 3 épouses successives, toutes 3 espagnoles, et l'une de ses filles épousa Charles Quint. La cour de Lisbonne était donc très fortement hispanisée, et l'on parlait à la fois le castillan et le portugais. C'était une cour brillante et fastueuse. On y jouait de la musique, on dansait, récitait des vers et jouait la comédie. La poésie était conçue comme un divertissement de salon, mais le théâtre de cour que dominait la personnalité de Gil Vicente, à la fois auteur, acteur, metteur en scène et musicien, y était d'une extrême variété. Il s'agissait souvent de satires irrespectueuses qui prenaient pour cible certains grands personnages et qui n'épargnaient aucune des institutions les plus vénérables du royaume, à commencer par l'Église. Cependant, sous le vernis des splendeurs manuélines apparaissent les premiers signes du déclin, comme si Lisbonne, dès cette époque, était une ville malade. À l'origine de cette décadence, il y a pour beaucoup d'historiens la politique de Manuel Ier envers les Juifs. À Lisbonne, certains quartiers leur étaient réservés, comme la vieille juifferie, la juifferie de la Carrière, la nouvelle juifferie ou la juifferie de l'Alfama, tous situés en dehors des remparts de la ville médiévale. Les Juifs y avaient vécu jusqu'au règne de Manuel Ier dans une relative liberté. Ils constituaient entre la noblesse et le petit peuple une importante classe moyenne, grossie à partir de 1492 de l'afflux de réfugiés venus d'Espagne après leur expulsion par les rois catholiques. Or, en 1496, pour complaire au roi catholique dont il allait épouser la fille Isabelle, Manuel Ier décrète l'expulsion de tous les Juifs de son royaume, à moins qu'ils ne se convertissent au catholicisme. Manuel Ier fut assez avisé pour ne pas les inquiéter sur la sincérité de leur conversion. Mais la politique de relative tolérance de Manuel Ier ne fut pas pour autant suivie par son successeur. En 1536, Juan Ier obtient du pape Paul III la création de l'Inquisition portugaise. Ce fut le début d'une période nouvelle, celle des persécutions violentes, qui dura plus de 2 siècles. Lisbonne connut alors la cruelle mise en scène des autodafés. Les quais du Tage s'éclairent de la flamme sinistre des bûchers. Ajoutons à cet acharnement contre les éléments les plus dynamiques de la bourgeoisie commerçante des dénonciations de la politique poursuivie outre-mer. Certains commencent à douter de la capacité du Portugal à conserver ses conquêtes. Les territoires sont trop dispersés, la métropole est trop petite, sa population trop réduite. Il faudra en effet se résoudre dès le règne de Juan III à évacuer plusieurs places du Maroc. Dernier facteur de déséquilibre, Lisbonne attire une population toujours plus nombreuse, tandis que les campagnes se dépeuplent. Le ravitaillement en blé ne peut qu'en souffrir. En 1521, une terrible famine ravage le pays. Gil Vicente, dans plusieurs de ses pièces, a mis en lumière la frénésie avec laquelle la population des campagnes se précipite à la cour de Lisbonne. Il n'y aura bientôt plus de paysans. Tous chez le roi, tous chez le roi. Le maintien des places et des territoires d'outre-mer s'avère donc de plus en plus difficile.
Et le Portugal, appauvri, s'enfonce dans cette morne, sombre et vile tristesse que Camões évoque en 1572 dans les Lusíadas. Après le désastre d'Akasé-Kébir le 4 août 1578 et la disparition de Sébastien Ier puis la mort du cardinal-roi Don Henrique sans enfant, Philippe II, roi d'Espagne, s'empare de la couronne de Portugal et fusionne les deux empires hispaniques. La ville du Tage est une capitale déchue. Les Portugais se rappellent alors avec nostalgie les fastes de Lisbonne de Manuel Ier. Comme on l'a vu, Lisbonne fut une ville très importante durant le XVIe siècle comme centre de l'Empire portugais. Cependant, la disparition de Sébastien Ier lors de la bataille d'Akasé-Kébir le 4 août 1578 marque la fin de l'indépendance portugaise. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.